Donc, avant tout propos, je souhaiterais chaleureusement remercier aussi ma collègue, Madame Chantal Gauvin, avec qui nous avons réalisé conjointement cette étude. En fait, je vais essayer tout d'abord de faire un préambule sur le contexte à travers lequel nous avons réalisé cette étude-là, la problématique, et puis par la suite, nous allons, je vais présenter les résultats de notre étude. Donc, peut-être un petit mot sur la définition même des équipements, en fait, des EPI intelligents, ou selon certaines écoles de pensée, les EPI de pointe, où, en fait, avec l'aide des capteurs ou des indicateurs, nous permettrons, en fait, aux EPI la capacité de détecter et puis de prévenir les risques, et puis avec des actuateurs qui déclenchent un certain nombre d'actions, de prévenir et puis de réagir face aux risques qui sont détectés. Dans certains cas, en fait, nous avons aussi la combinaison des systèmes portables avec ce type de pays-là, où on parle d'un système de protection individuelle intelligent, parce qu'on a la combinaison d'un outil portable plus le pays, en fait, qui a une certaine capacité. Je reviens sur les origines de notre projet. En effet, il y a une étude qui a été réalisée et puis financée par l'IRSST en 2016-2017, dont le rapport a été publié en 2018, qui a fait un recensement des besoins en fait, en matière de gestion intelligente des risques dans les EPI auprès des chercheurs experts en SST et puis je dirais même les utilisateurs finaux et puis les entreprises manufacturières des EPI pour voir de quoi on a besoin. En fait, à travers cette étude-là, les chercheurs ont vu que d'un point de vue des besoins exprimés en termes d'actions qui pourraient être créées dans les EPI, il y avait 50% des besoins exprimés qui concernaient les effets thermiques. Donc, manque de confort thermique dans les EPI à l'heure actuelle. Donc, comment faire pour que les travailleurs puissent les porter avec un meilleur niveau de confort. Et puis, de l'autre côté, à travers l'étude, il y avait un tiers des technologies existantes qui concernaient les effets thermiques. Donc, il y avait d'un côté le potentiel, les besoins recensés. On se dit, regardons ce qu'on peut faire, et puis on en est à l'heure actuelle. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse, avant d'aller en détail et parler des problématiques existantes, de la définition même du stress thermique. Parce qu'en fait, je dirais même dans notre milieu, là, lorsqu'on parle avec les experts en SST, lorsqu'on parle de stress thermique, tout de suite, on pense à des coups de chaleur. Donc, voilà. Sauf que selon la définition même du stress thermique, lorsque notre corps est, face à la chaleur ou le froid, du moment donné que le corps n'arrive pas à garder sa température à l'équilibre entre 36 et 37 degrés, nous parlons désormais d'un état de stress thermique. Il y a un certain nombre de maladies ou de troubles de santé, des blessures qui sont connus et puis qui sont répétés dans les directives et puis dans les réglementations, en fait, on parle par exemple des épuisements dus à la chaleur ou les coups de chaleur, et puis de l'autre côté, pour ce qui est de l'exposition due au froid, la gélure, l'engelure et autres. Sauf qu'en fait, on parle beaucoup moins des risques inapparents indirectement liés à l'exposition aux températures extrêmes. Pourtant, il y a beaucoup d'études et statistiques qui montrent que lorsque les travailleurs sont exposés aux températures extrêmes, et puis peu importe la nature des accidents, le nombre d'accidents augmente. Et cela a été expliqué par les experts en raison des effets, on va dire, des aspects cognitifs et décisionnels, parce qu'en fait, le travailleur affecte, ses ressources intentionnelles à la gestion du risque. Donc, il peut commettre des erreurs. D'autre part, on a vu même pour, ça c'est assez, frappant, c'est que même un certain nombre d'organes qui sont en lien avec l'absorption des substances chimiques font en sorte qu'on absorberait plus de substances chimiques lorsqu'on est exposé aux températures extrêmes, parce que, en fait, je prends l'exemple juste du rythme cardiaque ou le taux de respiratoire qui augmente, donc du coup, on absorberait plus de substances chimiques.
pour ce qui est par exemple le côté de froid, notre force motrice diminue, moins de dextérité, donc on peut commettre plus d'erreurs. Donc tout cela font en sorte qu'on a des accidents qui ne sont même pas, je dirais, dans les statistiques reliées aux températures extrêmes, sauf qui sont liés, je dirais, qui trouvent leur origine dans les effets thermiques. Et puis surtout, on nous parle, et puis là on y est, vraiment un contexte de changement climatique, donc des hivers plus froids, je dirais des étés plus chauds. Donc là, on peut avoir de plus en plus de risques. Les statistiques montrent, les statistiques de la CNESST, que beaucoup de secteurs sont exposés à ce type de risque-là, que ce soit, je dirais, les industries à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, il y a, je dirais, une grande ampleur de ce point de vue-là. Et puis, autre chose, je dirais même les experts en SST le reconnaissent, nos directives et puis les utilitaires à l'heure actuelle sont basés sur un certain nombre d'indices de contraintes thermiques à partir desquels la réglementation prévoit qu'il faudrait par exemple réaménager l'espace du travail, contrôler la charge du travail ou soit même porter des EPI appropriés, sauf que de nombreuses études montrent que ces indices ne prennent pas en compte la situation personnelle du travailleur, c'est-à-dire que ça n'arrive pas à prendre en compte le sexe du travailleur, de la travailleuse, ou son âge, sa forme physique. Dans, je dirais, certains environnements de travail, nous ne pouvons pas, je dirais, appliquer ces types de directives-là, par exemple, dans le domaine aéroportuaire ou soit l'agriculture. Je dirais, l'environnement change d'un bord à l'autre, pardon. Et puis, des études qui ont montré que ces indices-là sous-estiment des fois l'exposition aux charges de travail, notamment par exemple dans les mines profondes. Et puis ces indices-là sont majoritairement, je dirais, utilisés pour des contraintes dues à la chaleur. D'autre part, les équipements de protection en soi. En fait, nous avons un certain nombre de couches pour, je dirais, protéger le travailleur contre les risques inhérents de son environnement qui peuvent accentuer l'effet du stress thermique parce que ça ne permet pas l'évacuation de la chaleur d'un bord. Et puis de l'autre côté, si nous parlons des équipements de protection qui doivent nous protéger contre les risques, plus le froid dans le froid. Donc là, on a des structures assez épaisses qui, je dirais, limitent les mouvements. Et puis, on a moins de dissipation de chaleur. On peut avoir même des lésions, je dirais, musculaires qui ont été reportées pour ce type d'exposition-là. Donc, en somme, on voit que les contraintes thermiques, malgré toutes les avancées dans la conception des EPI, les réglementations en place, menacent directement ou indirectement la santé et la sécurité des travailleurs. Du coup, comme je dirais, il y a une émergence de technologies portables et textiles intelligents qui sont, je dirais, qui apparaissent d'année en année, et puis il y a des développements sur ce volet-là. On se dit qu'il est primordial de développer des outils en fait personnalisés qui puissent offrir une gestion des risques thermiques en temps réel pour les travailleurs. Donc c'est pour ça que nous avons voulu faire un état de l'art, que ce soit les technologies intégrables aux EPI ou celles qui peuvent être portées en combinaison avec les EPI, de manière en fait à regarder les études antérieures, les produits commerciaux, et puis évaluer leur degré de maturité technologique pour voir est-ce qu'ils sont vraiment applicables, elles sont vraiment applicables ou pas à l'heure actuelle au domaine de la SST, et puis si oui, comment il faudrait les adapter, c'est quoi le gap. Donc, les résultats de notre étude sont disponibles d'ailleurs sur le rapport qui a été publié en 2021 en fait, à l'IRSST, dont la réalisation a été faite entre septembre 2019 et août 2020, où en fait nous avons fait un recensement, je dirais, des produits auprès des fournisseurs, des sites internet, beaucoup d'appels et puis des vidéoconférences parce qu'on était en plein milieu de la pandémie. Et puis nous sommes partis de plus de 1200 articles pour arriver en fait à peu près 230 articles que nous avons vraiment analysés en détail pour par la suite en fait présenter nos résultats sous forme de 4 catégories. Les méthodes et moyens de la prévention de stress thermique en temps réel,
les capteurs de température intégrables ou portables et les actuateurs donc, qui déclenchent un effet chauffant et puis les actuateurs refroidissants. Et puis nous avons présenté des tableaux d'analyse avec différentes catégories et puis une synthèse pour justement identifier les lacunes des technologies existantes et puis les mesures nécessaires pour leur adaptation au domaine de la santé et sécurité. Pour ce qui est en fait de la détection de stress thermique en temps réel, il y a vraiment très peu d'études sur l'élaboration même des systèmes qui permettent la détection de stress thermique en temps réel. Par contre, il y a beaucoup d'études, notamment du domaine de la médecine de sport ou sur la physiologie, sur les modèles qui permettent le calcul empirique de stress thermique auprès de notre corps. Et puis plusieurs études sur les contraintes thermophysiologiques qui ont été réalisées à l'aide des technologies portables, donc qui pourraient être utilisées en quelque sorte pour le développement des outils de surveillance en temps réel. Notamment, en fait, il y a un certain nombre d'indices. Vous pouvez voir l'indice de contraintes physiologiques qui se base sur notre température interne du corps et puis notre fréquence cardiaque. À partir de là, nous pouvons établir des seuils à ne pas dépasser, au-delà desquels on peut considérer que la personne est en situation de stress thermique. Donc, mis à part les études qui ont utilisé, comme je le disais, des technologies portables pour étudier les contraintes physiologiques, il y a un certain nombre d'études aussi qui ont proposé des schémas de principe, des systèmes de surveillance de stress thermique, comment collecter les datas, comment les procéder, les traiter, et puis par la suite, comment communiquer et puis lancer des avertissements à travers des interfaces usagées. Pour ce qui est des produits commerciaux, nous avons d'abord voulu regarder les produits qui prétendaient avoir la capacité de détecter le stress thermique en temps réel, mais comme il y en avait très peu, on s'est orienté vers les outils qui permettaient de mesurer les paramètres physiologiques qui pourraient en fait être nécessaires au calcul des indices comme celui de la contrainte thermophysiologique. Donc, nous avons recensé un certain nombre de produits qu'on a recensés selon les classements donnés par les normes de l'industrie électronique, notamment comme accessoires portables, textiles intelligents, patchs électroniques connectés. Et puis, nous avons débattu des paramètres mesurés par chacun de ces types de systèmes-là, les architectures de communication, ou soit comment les données sont communiquées aux usagers. Et parmi tous les produits, il y en avait un qu'on avait recensé en 2019. Désormais, il y en a 3 sur le marché, mais à l'époque, il y en avait juste celui-là, qui proposait la détection de niveau de stress thermique en se basant sur 4 paramètres. Ma foi, c'est pas, en fait, selon notre connaissance, c'est pas vraiment un modèle reconnu, je dirais, dans la littérature, sauf que bon, le fournisseur, le manufacturier le propose ainsi, en prenant en compte notre température de corps, la fréquence cardiaque, le taux de sudation et puis le niveau d'activité pour en fait proposer un seuil de stress thermique à ne pas dépasser. Et puis le manufacturier propose, je dirais, 2 solutions comme gestion thermique, gestion de risque individuel pour lancer des avertissements d'une manière individuelle aux travailleurs, ou soit des tableaux de bord pour permettre aux experts en nécessité ou soit aux superviseurs de monitorer l'ensemble des travailleurs. Et puis, lorsqu'un travailleur, par exemple, dépasse un certain seuil, l'inviter à prendre une pause pour reprendre son travail plus tard. Donc, voilà. Nous avons évoqué certainement les indices qui se basent sur les paramètres physiologiques, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui proposent aussi l'utilisation de la température cutanée au lieu de la fréquence, au lieu de la température corporelle dans les indices, notamment l'indice thermophysiologique qu'on a évoqué, ou l'indice ou le modèle de confort thermophysiologique de Berkeley, sauf que je dirais là, on parle des gaps ou soit des lacunes. En fait, notre température de la peau, notre température cutanée change d'un endroit à l'autre. Donc, pour que le modèle fonctionne, il faudrait qu'on fasse au moins 8, 9, allant jusqu'à 12 mesures, par exemple, sur les différents endroits du corps. Ça peut marcher, on va dire, pour les études de laboratoire, mais pas du tout adapté à un environnement, je dirais, de travail.
et puis que les mesures de la température cutanée sont influencées par la condition de notre peau, par la température ambiante, par même les dimensions du capteur et autres. Donc, il y a des travaux nécessaires pour, je dirais, remédier aux lacunes actuelles. Il y a aussi, en fait, sur je dirais, les chandails, les sangles pectorales, en fait, connectées qui mesurent les signes cardio-respiratoires, par exemple, pour garder, je dirais, les électrodes afin de diminuer les artefacts de mouvement sur les signaux. Ils utilisent vraiment des designs très ajustés. Ça pourrait être confortable peut-être pour 1 heure ou 2 de sport, mais pas du tout adapté à un usage pendant une longue journée de travail. Donc, comme c'est le cas dans les derniers développements dans le domaine je dirais, des outils connectés pour la médecine, il faudrait proposer je dirais, des outils avec des designs ajustés sur un certain endroit et puis être confortable sur le reste. C'est quelque chose qu'il faudrait, je dirais, développer pour le domaine de la SST. Il y a les patchs connectés qu'on a évoqués. En fait, ils pourraient être un outil assez facile à mettre en œuvre, je dirais accessible néanmoins, mais sauf que il faudrait à chaque fois bien préparer la peau et puis il faudrait bien le positionner par rapport aux axes je dirais, du comportement électrique de notre cœur. Donc, je dirais, il faudrait une formation préalable selon le type de patch utilisé. Et puis, il y a la catégorie qui nous a semblé très intéressant, les appareils intra-auriculaires qui vont aller dans l'oreille et puis le canal auditif qui vont mesurer les paramètres, plusieurs paramètres même, thermiques, physiologiques, très intéressants, qui sont peu intrusifs, sauf qu'en fait, il y a eu des études, même avec les produits commerciaux, qui ont montré que les lectures sont impactées par les artefacts de mouvement, en fait, les mouvements des travailleurs actifs avec les vibrations, les impacts. Donc, il faudrait qu'il y ait des travaux sur l'optimisation des algorithmes ou soit le design même du système et puis même les capteurs de température utilisés pour mesurer la température à l'intérieur de notre canal auditif étaient influencés par le vent ou soit la température externe. Donc, il y a de l'optimisation de ce côté-là, mais c'est vraiment, ça nous paraît être une solution assez prometteuse. Et puis, on parle effectivement des données personnelles. Il faudrait certainement penser à bien les protéger et puis penser à la confidentialité de ces données-là. Donc, c'est un enjeu qu'il ne faudrait pas du tout négliger. Du côté des capteurs de température, nous avons regardé les capteurs intégrables ou soit portables, électriques, analogiques ou numériques qui pouvaient nous permettre de mesurer la température à l'extérieur d'un API, à l'intérieur d'un API ou soit mesurer notre température cutanée. Donc, il y a plusieurs types de développements qui ont été effectués, notamment avec l'intégration des capteurs de température au niveau du fil textile même, comme vous pouvez voir sur le schéma, l'intégration des capteurs rigides dans la structure textile, des capteurs flexibles à l'aide des technologies de l'électronique imprimable ou soit des revêtements. Et puis, en fait, une catégorie assez intéressante, en fait, des travaux qu'on a vus, c'était la déduction de la température interne du corps à partir d'autres paramètres physiologiques. Donc, je m'explique. C'est qu'en fait, au niveau de laboratoire, pour alimenter les modèles comme celui de l'indice de contrainte physiologique, il faudrait mesurer, en fait, c'est la température la plus exacte, donc la température rectale. Ce qui n'est pas peut-être adapté aux études cliniques, mais pas du tout dans un environnement de travail, sauf qu'en fait, il y a des technologies portables qui permettent d'avaler des pilules qui contiennent des capteurs de température qui vont aller dans notre système digestif et puis communiquent en temps réel la température de notre appareil digestif qui est la plus proche, je dirais, d'ailleurs, qui reflète notre température interne du corps. Ça pourrait aller pour peut-être, je dirais, des corps de métier comme la lutte contre l'incendie, mais pas pour tout type de métier ou, je dirais, à la rigueur, des études de laboratoire. Comme notre fréquence cardiaque reflète quasiment tout ce qui se passe dans notre corps, lorsque la température interne varie, la fréquence cardiaque aussi varie. Donc, c'est à partir de là que
les experts, surtout dans le domaine de la médecine et puis de la physiologie, se sont dit, OK, on peut bâtir des modèles pour aller déduire la température interne du corps à partir de la fréquence cardiaque. Donc, il y a beaucoup de travail là qui se font à l'heure actuelle, et puis il y en a de plus en plus justement avec les techniques d'apprentissage machine et puis de AI là en fait qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc, il y a beaucoup de promesses de ce côté-là. Pour ce qui est l'analyse des produits commerciaux, en fait, on a regardé quasiment les mêmes catégories, donc intégrables et puis portables, et puis pour nous permettre de mesurer plusieurs températures. Et puis, on les a classés selon les catégories reconnues des normes en fait, de l'industrie électronique. Et puis, nous avons débattu du type de capteurs employés, leur emplacement, les protocoles de communication, et des performances à chaque fois, et puis s'ils utilisaient des indicateurs, comment ils communiquaient les résultats des lectures. Nous avons parlé, en fait, pour ce qui est de la synthèse, là, en fait, je reviens sur les résultats. Nous avons parlé de l'estimation indirecte de la température interne du corps à partir de la fréquence cardiaque. Oui, effectivement, il y a une grande promesse, mais encore une fois, il y a une école de pensée qui se dit pourquoi pas utiliser la température cutanée pour faire ce type de calcul-là. Sauf qu'à l'heure actuelle, en fait, tel qu'on a réalisé jusqu'à 2019, notre revue de littérature, il y avait, on l'a cité, il y a une difficulté de mesure de la température cutanée, mais sauf que la relation, mathématique entre la température cutanée et puis la température interne du corps est hautement impactée en fonction de notre niveau de sueur. En fait, on n'arrive pas à obtenir une bonne corrélation. Donc, peut-être que dans les années à venir, les chercheurs pourraient, remédier à ce problème-là. Nous avons évoqué aussi des travaux faits sur les capteurs intégrables. Nous avons évoqué tantôt des capteurs des capteurs rigides intégrables aux structures textiles, donc dans un OPI. Belle performance, sauf que, en fait, comme c'est une structure rigide dans une structure solide, qu'on le sollicite souvent, il manque de solidité mécanique à l'heure actuelle. Et puis, ça a été rapporté dans certaines études. En fonction des structures textiles qui entourent les capteurs, on peut avoir des imprécisions de mesure. Les capteurs fibreux, là, au niveau vraiment des fils conducteurs, c'est des études assez peu mature, on peut le qualifier comme ça, parce que, en fait, les performances sont peu satisfaisantes à l'heure actuelle. Néanmoins, c'est intéressant d'un point de vue, de recherche, mais pas une application à court terme. Et puis, les capteurs flexibles montrent de très belles performances. Il y en a même plusieurs de produits disponibles. Et d'un point de vue de la sensibilité, la précision, le temps de réponse du capteur, c'est assez intéressant, sauf que nous avons remarqué aucune étude et aucun produit où en fait ils intégraient ces types de capteurs-là dans les EPI ou néanmoins les vêtements étudiés. Pour ce qui est les EPI ou les vêtements, d'un point de vue global, qui intégreraient les capteurs de température, en fait, les prototypes ou les produits se reposent toujours encore sur l'électronique intégrée, l'électronique rigide. Il faudrait penser à mieux maîtriser l'influence de la structure qui entoure le capteur sur la lecture de notre outil. Et puis, certainement, même si on veut garder le capteur rigide, il faudrait tendre vers les connexions, les jonctions flexibles, donc tendre vers les technologies de textile intelligent, textile électronique, pour en fait offrir une meilleure flexibilité à ce type de système-là. Et puis nous avons remarqué aussi qu'il y avait des produits avec des capteurs intégrés, donc des EPI capteurs intégrés. La quasi-totalité sont dédiés à la lutte contre l'incendie, avec des seuils d'avertissement proposés aux usagers. Sauf que ce qu'on remarque, c'est que d'une combinaison à l'autre, le seuil de température à ne pas dépasser est différent. On peut le relier éventuellement, à la structure coupe-feu des EPI, parce que l'évacuation de la chaleur peut se faire plus ou moins d'un EPI à l'autre,
on peut considérer que peut-être c'est une absence de prise en compte de la situation personnelle du travailleur. Donc, pourquoi pas prendre en compte aussi les paramètres, je dirais, physiologiques de la personne pour proposer des seuils de température. Et puis, avec l'abondance des capteurs connectés, les matrices de capteurs, l'exploitation des données, et puis là, j'ai évoqué les techniques d'apprentissage machine, il y a de plus en plus d'études sur ce volet-là pour améliorer la performance des capteurs. Je bascule sur le côté des performances actives dans un OPI, notamment avec les actuateurs chauffants pour le travail dans un environnement froid. Il y a plusieurs types de technologies ou d'éléments chauffants qui existent, notamment par exemple les matériaux à changement de phase. Dans le cas des éléments chauffants, c'est des pochettes liquides d'un matériau actif qui se solidifient à l'exposition au froid. Et puis, lors de ce changement de phase, nous allons avoir un dégagement de chaleur, mais qui n'est pas durable. Donc, en fait, nous sommes intéressés aux éléments chauffants électriques pour, en fait, établir des EPI, en tout cas des systèmes qui permettent de fournir une chaleur soutenue et durable durant toute l'exécution, je dirais, des tâches. Et puis, certainement, ce sera en fonction de la source d'énergie. Et puis, surtout, avec, je dirais, un système électrique, nous pouvons fournir une chaleur homogène en fonction du type d'élément chauffant, réduire l'épaisseur, donc offrir un meilleur confort aux usagers. Et puis, surtout, c'est un système électronique, donc on peut introduire des microcontrôleurs pour ajuster la température ou néanmoins offrir pardon, des températures modulables. La recherche académique dans le domaine des textiles intelligents s'intéresse beaucoup à ce domaine-là, notamment en fait en travaillant sur des tricots chauffants, sur les tissés, en fait les tissus chauffants, les broderies chauffants qui utilisent différents types de fils conducteurs qu'on les a débattus dans le rapport, et puis notamment les technologies de l'électronique imprimable qui proposent des éléments chauffants flexibles. Par ailleurs, en fait, la communauté de recherche regarde beaucoup comment les contraintes mécaniques d'un habillement, donc OPI ou que ce soit un vêtement, impactent le comportement au chauffage de ces éléments chauffants-là, avec la source d'énergie, comment ça se varie, et puis surtout, ça rajoute un défi parce que en fonction de la structure même de l'élément chauffant, on peut avoir une variation de comportement. Il y a une catégorie assez intéressante en fait durant les dernières années où en fait les chercheurs travaillent sur la prise en compte des températures cutanées ou la température, je dirais, microclimatique sous le vêtement, sous l'OPI, pour déclencher automatiquement un chauffage lorsque c'est nécessaire. Et lorsqu'on regarde les produits commerciaux que nous avons débattus et puis je dirais, analysés dans notre rapport, on voit exactement la même tendance dans les produits commercialisés. Parce que durant les dernières années, on voit apparaître, pour l'instant, c'est pour le domaine, je dirais, de loisirs ou soit de sport d'hiver, que des technologies autorégulantes de la température, surtout basées sur la température environnementale ou soit sous le vêtement qui sont proposées. J'aimerais en fait tirer juste l'attention de tout le monde sur le fait que, oui, on parle beaucoup de technologies actives, mais sauf que d'un point de vue de la santé et sécurité, on ne peut pas forcément, je dirais, utiliser des batteries portables à l'heure actuelle assez, je dirais, des dimensions encombrantes pour un certain nombre de métiers. Donc, c'est là qu'il faudrait, je dirais, choisir quel type de technologie passive, donc basée sur les matériaux utilisés, ou est-ce qu'on, d'un point de vue de sécurité du travailleur, on peut aller de l'avant avec des systèmes actifs. Nous avons parlé, en fait, parce que des systèmes, je dirais, quand on remonte il y a plusieurs décennies, les vêtements chauffants, quand ils étaient proposés, ils utilisaient les fils conducteurs, donc des fils en cuivre, aluminium par exemple, là, en fait, surtout cuivre,
pour en fait procurer de la chaleur ou les fils même en argent. Donc il y a de plus en plus de travail pour proposer des fils conducteurs à base de fils conducteurs, que ce soit par exemple avec la broderie que j'ai citée et puis le tricot. La broderie permet par exemple de diminuer la consommation énergétique. Les structures avec le tricot, c'est flexible, malléable, ça peut vraiment être d'intérêt dans un travail actif notamment. Sauf qu'à chaque fois, la performance thermique de ces éléments chauffants vont être grandement impactée par le nombre de passages de fil, le type de fibre, le substrat même qui est utilisé. C'est assez, je dirais, un défi technologique en soi. C'est pour ça qu'un certain nombre de groupes de recherche ont proposé des modèles mathématiques. Ils se sont dit, OK, on a un certain nombre d'éléments et puis prédisons comment l'élément chauffant va se comporter en fonction de ces paramètres-là pour atteindre une température maximale ou soit quel temps on a besoin pour atteindre cette température-là. Je dirais le seul souci, c'est que ces modèles-là n'ont été validés que pour un nombre limité de paramètres à l'heure actuelle. Donc, il y a plus d'études qui sont nécessaires sur ce volet-là. Il y a de belles performances, notamment sur les éléments chauffants imprimés, avec des consommations énergétiques amoindries et puis une rapidité d'atteinte de température maximale. Sauf qu'à l'heure actuelle, leur performance, d'un point de vue durabilité à l'usage ou à l'entretien, est assez faible. Et puis, je dirais, pour offrir une meilleure consommation énergétique, et puis offrir des outils personnalisés, en fait, on peut associer les éléments chauffants avec les chauffants actifs aux éléments chauffants passifs. Je dirais l'élément chauffant actif ne se met en marche que lorsque l'élément passif ne fonctionne pas, donc pour une meilleure consommation énergétique. Et puis des zones de chauffage indépendantes qui se mettraient en action que lorsque c'est nécessaire. Par exemple, c'est plus froid sur les épaules ou sur le cou, donc on chauffe que là et pas les autres endroits. C'est en train de se développer de plus en plus, mais je dirais d'un point de vue d'études plus académiques, on maîtrise pas trop les mécanismes de perte de chaleur. Et tout ça, il y a je dirais, pour les maîtriser, donc il y a des études qui sont nécessaires sur ce volet-là. Et puis, la dernière catégorie, les éléments refroidissants, notamment, pareil comme les éléments chauffants, nous avons les systèmes passifs et puis les systèmes actifs. Nous sommes attardés sur les systèmes actifs car ils permettent de fournir une performance plus stable, peu importe l'environnement qui entoure le travailleur, la personne. Et en fait, pour ce qui est les études académiques, nous avons vu plusieurs catégories. En fait, ça fait, je dirais, depuis plusieurs décennies, et puis c'est la catégorie la plus étudiée, je dirais, des moyens de gestion thermique intelligente dans la littérature. Et puis c'est parti des premières combinaisons en fait, des astronautes de NASA. C'est là où c'est parti là avec des vêtements refroidissants avec la circulation de fluides refroidissants avec des tuyaux comme vous pouvez voir sur les images. Un certain nombre de systèmes avec de la ventilation ou soit l'expansion des gaz, en fait avec des tuyaux où en fait on projette avec des bonbonnes de gaz un gaz refroidissant. De ce côté-là, la communauté de recherche s'intéresse à l'emplacement des éléments refroidissants, comment cela va impacter le refroidissement du corps, comment on peut miniaturiser les réservoirs, parce qu'à chaque fois, on a besoin d'un réservoir portable. Ce n'est pas du tout pratique, surtout dans le cadre des travaux actifs. Et puis, comment faire circuler les tuyaux et autres. Donc, il y a de nombreux travaux qui sont faits dans ce domaine-là. Et aussi, un certain nombre de chercheurs s'intéressent à comparer les différentes technologies en fonction de chaque environnement de travail. Donc, dans un environnement sec et chaud versus sec et humide, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on utilise en fonction de la température et autres. Et puis certaines recherches sont même attardées à établir des tableaux comparatifs, mais je reviendrai tout à l'heure sur ce fameux tableau-là pour dire quel type de technologie procure une meilleure capacité de refroidissement. Et puis,
afin de remédier aux lacunes de chacune des méthodes. Il y a de plus en plus d'études, surtout sur les 5 dernières années, lorsqu'on a arrêté le projet là, entre 2015 et 2020 à peu près. Il y avait beaucoup d'études, notamment sur l'utilisation de deux types de technologies en même temps pour la consommation énergétique amoindrie et puis offrir, je dirais, un effet de refroidissement plus durable dans le temps. Donc, les produits commerciaux aussi, on les a analysés et puis débattus, par exemple, d'un point de vue de type de système, ou soit l'emplacement des éléments qui ont été utilisés, ou c'était quoi les coûts autonomie énergétique. Et puis, ce qu'on remarque globalement, que ce soit les études et puis les produits, parce qu'il y a pas mal d'études en fait qui s'intéressent aussi à l'étude des produits commerciaux dans cette catégorie-là. Les tests sont vraiment limités à un nombre, je dirais, restreint de sujets. En plus, sexe limité, groupe d'âge limité, et puis surtout que c'est des études de laboratoire. Ce serait intéressant qu'il y ait de plus en plus d'études, je dirais, dans les milieux avec ce type de système-là. Donc, comme on a dit, il s'agirait d'une solution technologique la plus étudiée dans le contexte de la SST. Nous avons parlé de l'encombrement et puis la lourdeur des systèmes par circulation de fluide. Pour réduire la consommation énergétique à la taille de ces réservoirs-là, il y a un certain nombre d'études qui proposent le contrôle de la circulation à partir, je dirais, d'un seuil de température cutanée, donc avec des capteurs intégrés, ou soit en fait qu'on lance des débits d'une manière aléatoire ou par intermittence. Les systèmes par ventilation, ça paraît être un système très portatif et puis assez intéressant, facile à utiliser. Sauf que selon les études qui ont été réalisées sur la performance de ce type de système-là, il s'agirait plutôt d'une diminution locale de l'humidité et puis diminution locale de la température de la peau. On n'a pas pu enregistrer une diminution je dirais, de toute la température cutanée corporelle ou soit la température interne du corps. Je dirais ça offre une sensation je dirais, de fraîcheur juste locale. Et puis, dans les environnements humides, un certain nombre de sujets en fait, qui ont été questionnés parlent, je dirais, d'une sensation désagréable parce qu'en fait, on projetait plus l'humidité sur le corps. Donc, voilà, en fonction surtout des couches qui étaient portées. Les systèmes par expansion de gaz, très performants aussi, mais sauf que la durée d'opération est assez courte parce que ça dépend de je dirais, de la grandeur des bonbonnes de gaz. Et puis, sur certains types d'études, on a évoqué même l'échappement de gaz. Donc là, il faudrait prêter attention parce qu'on pourrait là dire qu'il faudrait réduire son champ d'application en fonction du domaine de travail. Donc, il y a des efforts dans ce côté-là. De ce côté-là, il y a eu en fait des systèmes qu'on appelle par dessicateurs sous vide. C'est des couches en fait qui sont intégrées dans l'habillement, dans le pays ou soit dans le vêtement, qui permettent d'évacuer plus rapidement la sueur. Et il y a très peu de produits et puis très peu d'études malgré la performance assez intéressante. Et puis, dès que l'environnement est humide, il y a une baisse de performance. La communauté scientifique travaille sur les nouvelles structures et puis le nouveau type de produits de ce côté-là. Et puis là, je reviens sur le fameux tableau comparatif de différentes technologies. Un certain nombre de chercheurs pensent que c'est assez complexe de vouloir en fait établir des tableaux comparatifs parce que les études à partir desquelles on a extrait des données pour faire ces tableaux-là ne comparent pas forcément le même type par exemple, de vêtements refroidissants par ventilateur. Ce n'étaient pas les mêmes emplacements d'éléments refroidissement, ce n'étaient pas les mêmes types de sujets, les sujets n'étaient pas préconditionnés dans les mêmes conditions. Bref, c'est une science assez, je dirais, complexe avec pas mal de défis à maîtriser. Donc, il y a de la matière pour faire des travaux de recherche. Donc. Et puis, pour finir, des technologies hybrides, surtout dans le domaine de la recherche, ont été proposées pour créer une certaine synergie et puis diminuer
diminuer la consommation énergétique, puis offrir une durée plus longue d'opération. Sauf que, bon, là, il peut y avoir, en fonction des systèmes utilisés, un risque de poids et puis d'encombrement, parce qu'on aura deux technologies sur le dos. Et à l'heure actuelle, malgré beaucoup de travail de recherche, peu de, je dirais, produits commercialisés, et surtout avec des systèmes d'autorégulation, je dirais, sur le marché. Donc, je termine mes propos désormais. Donc, c'est un peu ça le schéma à quoi on pourrait penser, des technologies portables qui pourraient venir détecter les paramètres physiologiques, plus des capteurs portables ou soit intégrés, qui pourraient déclencher des actions dans le pays, donc d'un point de vue de chauffage ou soit de refroidissement. À partir de là, nous avons proposé un certain nombre, je dirais, de pistes de recherche, notamment sur l'utilisation des plateformes multicapteurs, des matrices de capteurs, ou soit justement pousser les modèles sur l'extraction de la température interne du corps à partir d'autres paramètres physiologiques. Et puis surtout, ce qui manque là, ce qu'on voit, de déployer, je dirais, les technologies qui sont une assez bonne maturité dans les milieux, et puis faire des tests vraiment dans les conditions opérationnelles. Merci beaucoup pour votre attention.